Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau direct pour CCI Entreprendre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Simon Robic. Salut Simon. J'espère que tu vas bien. On va prendre le temps là aujourd'hui de pouvoir échanger, de pouvoir faire connaissance. Alors pour ceux qui nous connaissent, ça fait des années qu'on se connaît, Simon, parce qu'on a fait beaucoup de radio ensemble. Donc du coup, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Simon, je voulais qu'on échange aujourd'hui pour la simple et bonne raison que ça fait très longtemps que tu travailles sur un sujet clé qui était avant globalement les réseaux sociaux, quand c'était l'apogée de Facebook, de Twitter. Maintenant que c'est bien installé, tu t'es spécialisé dans le marketing conversationnel. Alors c'est un terme un peu valise, alors ça me paraît important qu'on puisse le définir ensemble et de voir un peu ce que tu réalises toi dans ton entreprise. Surtout on le verra à la fin pour donner des conseils pour tous les entrepreneurs, pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui je fais pour me lancer dans le marketing conversationnel. Mais dans un premier temps, qui es-tu, Simon Robic ? Donc, écoute, qui je suis ? Moi, j'ai 32 ans, je suis à Nantes. Je suis entrepreneur. J'ai fondé une boîte qui s'appelle Scribe, qui est effectivement spécialisée sur le marketing conversationnel. La conversation en ligne, comme tu l'as dit, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis presque 10 ans maintenant. D'abord, effectivement, sur la partie social media. Puis, j'ai travaillé plutôt sur l'impact de la conversation sur le site web, l'e-commerce. Et puis là, avec Scribe, on reprend un peu de hauteur et c'est vraiment l'utilisation de la conversation sur un peu l'ensemble du tunnel marketing pour les marques. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça c'est un terme qu'on entend beaucoup, le marketing conversationnel, pourquoi c'est important cet enjeu de conversation quand on est sur le web ? En fait, la conversation, c'est le protocole le plus simple et naturel de communication entre les gens. C'est un des premiers trucs qu'on apprend à faire quand on est enfant, quoi. On apprend à marcher, à parler, quoi. Et du coup, finalement, c'est ce qui va permettre d'avoir les relations les plus proches entre les marques et les consommateurs. Et c'est ce qui va permettre aux marques d'apporter la meilleure expérience client. En fait, ça, on le voit parce que c'est à la fois quelque chose qui est largement plébiscité par les internautes. Aujourd'hui, il y a 5 milliards de personnes qui utilisent une application de messagerie dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont sur WhatsApp, sur Messenger, sur ce genre d'application que de gens qui sont à utiliser au quotidien Facebook, Twitter ou Instagram. Donc c'est un vrai phénomène hyper fort et on le voit bien en ce moment en confinement, on multiplie les apéros WhatsApp, etc. C'est vraiment des applis qui sont au quotidien, en fait, vraiment au cœur de notre quotidien. Donc d'un côté, il y a cet usage hyper important des gens et de l'autre, les marques qui ont un besoin de recréer un peu cette proximité, d'améliorer leur expérience client pour atteindre un peu le niveau d'attente qu'ont les consommateurs vis-à-vis d'elles. Et donc finalement c'est le bon outil pour réunir un peu ces deux mondes, la conversation qui est très plébiscitée dans le quotidien un peu des gens et ce besoin d'amélioration de l'expérience client de la part des marques. Et quand finalement les marques vont déployer ces outils-là, on a des performances hyper fortes en termes de notoriété, de conversion et puis de fidélisation en fait aussi de ses clients. Justement, tu en parlais de la situation aujourd'hui, du confinement. Comment tu vois l'évolution ces dernières semaines de ces fameuses conversations ? Alors, tu parlais des apéros WhatsApp. Est-ce qu'il y a d'autres usages, d'autres choses qui se développent ? Est-ce que tu vois des tendances là s'affirmer peut-être, qui étaient plus sous-jacentes et qui sont en train de vraiment devenir des habitudes assez populaires ? Et moi, je pense que je vois trois impacts assez forts de la conversation. Le premier, c'est celui-ci, c'est qu'effectivement, c'est comme c'était déjà très présent dans notre quotidien jusqu'ici, et comme on a plus la capacité de se réunir entre amis, eh bien, l'usage un peu au quotidien de ces applications-là pour pouvoir se rapprocher de sa famille, de ses amis, il est évident, quoi. Je pense qu'on le constate tous, quoi. Le deuxième élément, c'est en fait un élément, on va dire, un peu officiel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les organismes de santé, les gouvernements un peu partout dans le monde se sont saisis en fait aussi de ces applications-là. Et puisqu'il y a 5 milliards de personnes qui sont utilisateurs actifs mensuels de ces applis et qu'en même temps il y a 3 milliards de personnes confinées en ce moment, et bien finalement on a vu l'OMS, on a vu les gouvernements, y compris en France, débarquer en fait sur ces plateformes pour en faire des canaux
de communication, d'informations sûres, de conseils, de bonnes pratiques, etc. en ce moment. Et donc ça, c'est quelque chose aussi assez important parce que ça vient prouver, si on avait besoin encore de le prouver, que ces applications-là, elles sont clés dans le quotidien des gens aujourd'hui et que quand tu veux faire passer des infos qui sont hyper importantes, c'est un bon endroit pour le faire. Et la troisième chose que je vois en termes de tendance assez forte sur la conversation aujourd'hui, c'est l'explosion finalement de l'utilisation de la conversation justement dans les relations entre marques et consommateurs, particulièrement en ce moment. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un peu un besoin de la part des gens qui sont confinés chez eux de pouvoir quand même dialoguer, pouvoir poser leurs questions, avoir des réponses à ces questions-là, parce qu'on continue à avoir besoin d'acheter des choses malgré tout, même si on doit rester chez nous. Donc le fait de pouvoir discuter de façon naturelle, rapide, gratuite avec la marque quand on se pose des questions, c'est clé. Et puis aussi parce que évidemment la plupart des boutiques ont dû fermer et du coup certaines d'entre elles, on voit pas mal de marques qui ont essayé d'amener les vendeurs qu'ils avaient en boutique vers le online et qui du coup utilisent entre guillemets tous ces gens qui sont très talentueux, qui connaissent parfaitement les produits pour venir répondre aux questions des internautes et aux questions qui sont peut-être plus nombreuses que d'habitude parce qu'il y a des gens qui achètent davantage en ligne qu'en boutique par rapport à avant. Donc c'est un peu les trois tendances, c'est que c'est vraiment encore plus au cœur de nos vies qu'avant. Du coup, les organisations un peu officielles s'en saisissent aussi, et ça c'est assez nouveau et ça prouve l'impact de ces canaux-là. Et puis il y a une explosion des conversations entre marques et consommateurs depuis le début du confinement. Bon, et toi alors, comment tu vis ce moment? Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à poursuivre ton processus entrepreneurial? Comment ça se passe? Déjà à titre perso ça se passe bien et je m'estime sans doute un peu privilégié et chanceux parce que je vis pas dans un 30 mètres carrés et voilà, on a de la place, on a un extérieur un petit peu, donc voilà, on peut un peu s'aérer, donc ça c'est cool. Et puis d'un point de vue pro, écoute, moi j'ai eu la bonne idée de lancer ma boîte en janvier donc vraiment démarrer une nouvelle aventure entrepreneuriale 2 mois avant finalement le confinement. Écoute, ça se passe pas trop mal non plus pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, le sujet sur lequel on travaille, comme je le disais, finalement, il est clé, il devient un peu stratégique, et, y compris dans l'urgence où les marques, elles ont vraiment besoin d'aller se lancer vite. Et donc nous, on peut les accompagner finalement pour faire ça. Et puis ça se passe pas trop mal aussi parce que nous, déjà, on avait une culture un peu du télétravail. Tout le monde ne venait pas au bureau tous les jours, etc. Donc ça a pas été trop une douleur pour nous de devoir basculer et switcher complètement en télétravail. La crainte qu'on a eue, évidemment... Pardon, excuse-moi. En fait, j'allais dire, mais est-ce que finalement, c'est pas une force de débuter sa boîte pendant une crise? Parce que finalement, c'est là où tu te dis, ça peut pas être pire. Donc, prenons les bons réflexes tout de suite, et puis avançons comme ça. Ça te force à te poser les bonnes questions et aller droit au but, et t'as pas trop le temps de tergiverser, quoi. T'as pas trop les moyens de tergiverser. Et effectivement, ça peut être une opportunité. Et il y a des beaux exemples dans l'histoire, dans l'industrie numérique dans laquelle je suis. Tu vois, des Dropbox, des Airbnb, des Twitter se sont lancés lors de la dernière grande crise économique. Celle-ci, elle est un peu différente parce qu'elle est en plus sanitaire. Donc évidemment, ça pose d'autres questions un peu plus perso, en fait, aussi. Mais néanmoins, effectivement, il y a des beaux exemples dans l'histoire de boîtes qui s'en sont très bien sorties en se lançant maintenant. Nous, écoute, jusqu'ici, j'ai pas trop senti d'impact sur notre activité naissante. D'abord parce que finalement on s'était un peu préparé à ça, donc on avait un peu les bons outils de communication dans l'équipe pour pouvoir discuter à distance, des outils qu'on a un peu renforcés en mettant en place des rituels quotidiens où on va s'appeler pour être sûr que tout le monde va bien, que parfois pour enlever certains biais aussi que de l'écrit, donc là on va accentuer un peu la vidéo, l'audio, etc. Des choses qu'on faisait pas forcément avant. Et puis en fait,
la première semaine du confinement, là, on a senti évidemment un impact aussi chez nos clients, chez nos partenaires, parce qu'il fallait juste qu'ils aient le temps de s'organiser, qu'ils protègent d'abord leurs salariés et qu'ils maintiennent leur activité correctement. Passé ces 10 premiers jours, on va dire, pour nous, le reste a été assez identique. C'est qu'on a maintenu les rendez-vous qu'on avait fixés, ils se sont juste faits à distance, les projets ont continué, on a réussi à signer plusieurs nouveaux deals pendant cette période-là. Donc, à part finalement ces 10 premiers jours où on a senti, genre, on fait pause, tout le monde s'organise et on refait play, hop, c'est reparti comme avant, entre guillemets, d'un point de vue business. Voilà, par ça, on n'a pas trop senti d'impact. Est-ce que tu sens que les clients viennent te voir pour d'autres raisons? Tu disais tout à l'heure, c'est une crise qui est sanitaire, donc assez personnelle. Donc ça questionne beaucoup sur les questions de raison d'être. Je lisais un article de Nicolas Bordas qui racontait, il disait on passe de la raison d'être à la raison de faire, et je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu penses que les marques qui vont venir te voir vont venir avec un intérêt ou des questionnements qui vont être différents que s'ils étaient venus te voir de manière un peu classique, lancement de boîte, démarchage, nouveaux clients, quoi? Écoute, j'en suis convaincu, mais c'était déjà quelque chose dont on était convaincu quand on a lancé Scrib, en fait, en début d'année. Le principe de base de Scrib, c'est, pour t'expliquer en 2 secondes, en fait, nous, on a constaté qu'aujourd'hui, la publicité en ligne, telle qu'on la connaissait jusqu'ici, elle est un peu à bout de souffle. En fait, on voit que les formats classiques de publicité en ligne ne fonctionnent plus, les gens ne cliquent plus, les gens se protègent même de la publicité en installant des adblockers, vous savez, ces petits plugins qu'on installe dans son navigateur, etc. Et ça, c'est aussi vrai sur les nouveaux formats, les nouveaux formats publicitaires, type les publicités dans les feeds sur les réseaux sociaux, les publicités en story sur Instagram ou Snapchat. En fait, ce qu'on constate, c'est que dès que les gens ont la capacité de passer ces pubs, ils le font. Le bon exemple, c'est les pubs vidéo avant les vidéos sur YouTube. Tu sais, à partir du moment où, après les 5 secondes où tu peux cliquer sur passer la pub, tu le fais immédiatement. Donc voilà, donc en fait, on a tous ces signaux qui montrent qu'au grosso modo, les gens en ont un peu marre de la publicité. Et pourtant, de l'autre côté, les coûts d'achat d'espace publicitaire augmentent d'en moyenne 15% par an. Donc en fait, nous, quand on a regardé ça, on s'est dit, il y a un truc qui est un peu cassé dans les stratégies marketing habituelles des marques. Et dans le même temps, on constate qu'il y a cet usage hyper fort de la conversation, en fait, par les internautes. Et donc, nous, on a essayé de réunir un petit peu les deux mondes. Et pourquoi est-ce que je t'explique ça? C'est parce que, en fait, nous, du coup, on s'était déjà dit que il allait falloir arrêter de faire comme avant, entre guillemets. Il allait falloir arrêter de juste acheter de l'espace publicitaire en masse pour pousser son message, que ça allait mécaniquement nous créer du trafic et qu'on allait un peu vendre. Qu'il faut se reposer les bonnes questions de l'amélioration de l'expérience client et surtout du rapprochement entre les attentes des consommateurs et ce que la marque est capable de délivrer, en fait, quoi. Et ouais, en fait, simplement de revenir à ce qu'on faisait, entre guillemets, avant, quand tu avais une boutique, simplement une boutique physique, que les gens passaient le pas de la porte, et puis que tu avais un dialogue qui se créait, et que le vendeur de la boutique allait pouvoir bien conseiller la personne. Bah, finalement, on a un peu perdu ça en ligne, parce qu'on a fait beaucoup de masse, et aujourd'hui, on atteint un peu les limites de ça. Donc nous, on avait déjà fait un peu ce constat-là, et on s'est dit que la conversation en ligne pouvait du coup être le bon moyen de résoudre ce nouveau défi marketing. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où au-delà de simplement pallier à des performances qui sont en baisse, il y a effectivement, comme tu le disais, ce sujet du sens. C'est-à-dire qu'en termes de message, en termes de valeur, en termes de positionnement pour les marques, je pense sincèrement qu'on peut plus faire exactement comme avant, parce qu'il y a eu pas mal de déclics, à mon avis, qui se sont un peu créés dans le cerveau des gens en se disant, enfin tu vois, en se demandant quelles étaient un peu nos priorités, tu vois, enfin voilà, je pense que l'impact il va être aussi dans la durée là-dessus sur le fait qu'on veut des choses qui soient beaucoup plus vraies, plus locales, plus directes, et donc ça a forcément un impact sur la stratégie marketing des marques. Et vrai, authentique, direct, c'est aussi des adjectifs qu'on peut mettre sur la conversation, et je pense que c'est du coup encore une fois un bon outil pour faire ça, quoi. C'était pas Google, je crois, il y a quelques années qui avait fait le Solomo, Social Local Mobile, déjà à l'époque, il y a déjà facilement 7-8 ans, déjà à l'époque il y avait un focus là-dessus.
Mais Alors, je sais pas si c'est Google qui avait inventé ça, mais en tout cas, oui, c'était une grande tendance. Au moment où les réseaux sociaux ont commencé un peu à exploser en termes d'usage, effectivement, on a dit aux marques d'être plus social, dans le sens social média, plus local et plus mobile. C'était l'arrivée de l'iPhone, etc. Donc, tu vois, on est plus autour de 10-13 ans, quoi. Mais oui, écoute, c'est un peu le prolongement de ça. Moi, je dirais que malgré tout, ce solo mot qu'on utilisait à l'époque, il était encore très push, c'est-à-dire essayer de faire du push de vos messages sur ces nouveaux canaux sociaux, essayer d'être le plus local possible et puis adapter vos formats au mobile. Moi je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de cette logique de push pour être dans une relation qui est beaucoup plus symétrique quoi, entre le consommateur et la marque et essayer d'être dans une relation plus directe, plus conversationnelle comme celle qu'on est en train d'avoir là mais que tu pourrais du coup avoir avec une marque quoi finalement. Toi, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, à cette crise et compagnie, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui vient de monter sa boîte, par exemple? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs peut-être qui se sont lancés dans les 6 mois et qui se disent « Ah bah ok, bravo, bon timing ». Toi qui es dans cette situation aussi, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur? Le premier conseil que je donnerais, c'est entre guillemets, de pas paniquer, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des exemples de très belles boîtes qui ont bien réussi et qui se sont lancées dans les années 2006, 2007, 2008. Et là, on a parlé de géants un peu de l'industrie du numérique, mais dans notre entourage, on connaît tous des boîtes qui se sont lancées il y a une dizaine d'années et qui ont très très bien fonctionné. Donc pas de panique, ça peut le faire quand même malgré tout. L'autre conseil que je donnerais, c'est finalement d'écouter un peu, comme je le disais là. Ces nouvelles attentes, ces nouvelles prises de conscience de la part des consommateurs et d'essayer dès maintenant d'être dans la création d'un lien un peu direct. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir finalement avec l'univers du numérique, mais ma compagne, elle aussi, s'est lancée dans la création de sa boîte tout début mars, donc tu vois encore plus près du confinement, et elle s'est lancée dans une activité un peu événementielle. Et en fait elle a lancé une activité de traiteur responsable, zéro déchet. Donc son business c'est de créer des petits déj ou des apéros pour les entreprises, mais vraiment à partir de produits déclassés, les légumes moches, etc. quoi. Et en fait évidemment puisqu'on est confiné, elle peut plus avoir son activité de traiteur en tant que telle, mais elle en profite pour finalement puisqu'elle vient de se lancer, faire tous les trucs qui sont un peu obligatoires, la rédaction d'un business plan, elle travaille beaucoup sur sa communication, elle se construit une base aussi de prospects, une communauté autour de ses valeurs, etc. Et c'est un bon moment pour le faire, en fait, je pense aussi. Donc ce côté essayer en ce moment d'aller trouver un lien direct via les plateformes conversationnelles, sociales, etc. en utilisant un peu ces canaux-là, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut vraiment être important pour son projet, pour son entreprise qu'on est en train de lancer. Et puis peut-être à titre perso, ça peut être aussi l'opportunité de lever un peu le pied, de s'intéresser à d'autres sujets. Et moi en ce moment, il y a un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le sujet de ce qu'on appelle le no-code. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on peut tester une idée, prototyper un peu un produit web, une application mobile, etc. mais sans avoir besoin de la moindre connaissance technique, de la moindre compétence technique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'outils aujourd'hui en ligne que tu utilises à la souris, donc vraiment sans avoir besoin d'avoir la moindre compétence de développeur, qui te permettent d'aller vraiment prototyper ton idée, la tester, la partager auprès d'une cible, etc. Et donc ça peut être à la fois utile pour ceux qui sont en train de lancer leur boîte, qui voudraient tester des choses un peu vite, sans avoir besoin de s'entourer d'autres compétences, parce que c'est compliqué de les trouver en ce moment. Et puis ça peut aussi être quelque chose d'intéressant à titre un peu plus perso pour apprendre des nouveaux trucs, faire des tests, expérimenter en ce moment. On a un peu le temps pour le faire, donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Si on liait les deux sujets finalement, marketing conversationnel et le fameux no-code, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui que tu conseillerais à des entrepreneurs pour débuter justement ce marketing conversationnel, cet nouveau processus? Est-ce qu'il y a des outils simples que tu proposerais, au-delà effectivement d'aller sur les différents canaux sociaux et de répondre à la mano? Est-ce qu'il y a des choses pour aller un peu plus loin, pour apprendre ou pour expérimenter? Écoute,
ça va beaucoup dépendre des objectifs de la marque. En vrai, c'est compliqué de te donner une liste d'outils comme ça. En réalité, moi, ce que je constate, c'est que la conversation en ligne, elle peut avoir un impact sur vraiment l'ensemble du tunnel marketing, de la construction de la notoriété de la marque, la création de trafic, la conversion de ce trafic et la fidélisation de ce trafic. Vraiment, la conversation elle peut avoir un impact sur tout le tunnel. Donc, en fonction de quel est ton objectif, est-ce que tu souhaites améliorer la notoriété de ta marque, est-ce que tu souhaites améliorer la conversion sur ton site web, est-ce que tu souhaites améliorer la fidélisation et la rétention de tes clients, tu peux potentiellement tester des outils qui sont un peu différents, quoi. Nous, chez Scribe, on travaille avec différents partenaires. On travaille avec des entreprises comme iAdvise, par exemple, ou Intercom, qui sont des outils qu'on peut aller utiliser, tester et qui permettent bien, d'apporter de la conversation à certaines étapes de son tunnel marketing. Et ça peut vraiment, encore une fois, être le bon moment pour le faire parce que les gens sont en demande de ça. C'est des outils qui peuvent se déployer hyper rapidement, qui ne demandent pas là non plus de compétences techniques à part savoir faire un copier-coller sur son site web. Donc c'est vraiment à la portée du plus grand nombre. Et puis après, ça demande surtout finalement un peu plus de réflexion sur à quel moment est-ce que je le mets, qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que j'y raconte, est-ce que j'automatise ça avec des chatbots à un certain moment, est-ce que je fais que de la réponse 100% humaine. Tout ça, ça demande un peu de travail de conception. Et ça, chez Scribe, on peut évidemment accompagner du coup les marques pour faire tout ça si jamais il n'y a pas un peu de littérature qu'on pourrait vers lequel on pourrait aller pour commencer à réfléchir à tout ça? Il y a des bouquins que tu recommanderais ou des choses si je dois continuer un peu l'autopromo, moi j'ai lancé un podcast en fait sur ce sujet-là il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Clavardage, où en fait l'idée c'est vraiment d'interroger des experts, des marques, des éditeurs de logiciels autour du sujet de la conversation, et avec vraiment à chaque fois en plus un focus sur concrètement comment on fait pour se lancer si jamais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ma marque. Donc voilà, si vous voulez creuser un peu ce sujet-là, je serais ravi de vous compter parmi les auditeurs de Clavardage. Alors restons sur le sujet du no-code, qui est un sujet qui me parle beaucoup. Est-ce que toi, pendant cette période, tu as expérimenté des choses, tu as testé des outils ou des méthodes, ou voilà, qu'est-ce que tu as testé et qu'est-ce que tu as voulu faire pendant ce moment de confinement? Juste pour, tu vois, rendre plus factuel ce no-code. En fait, j'ai testé plusieurs choses et il y en a d'autres que j'ai aussi envie de tester que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. En fait, moi j'ai pas mal creusé le sujet des outils permettant de construire un peu des landing pages pour présenter son projet et encore une fois sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Donc il y a un très très bon outil qui s'appelle le Carrd, C-A-R-R-D, qui permet de faire des pages qui fonctionnent aussi très bien sur mobile, de les connecter à d'autres outils, de collecter des paiements, tout ça sans avoir besoin de faire la moindre ligne de code. Donc ça c'est vraiment un outil qui fonctionne très bien. Il y a un outil moi que j'utilise depuis très longtemps qui est aussi un peu au cœur de tout ça, qui s'appelle Zapier. Zapier, en 2 mots, ça vous permet de brancher des outils entre eux, des outils web entre eux, et de déclencher une action dans un outil lorsqu'il se passe un événement dans un autre outil. Donc par exemple, si quelqu'un remplit mon formulaire en ligne, alors je veux ajouter ça dans un fichier spreadsheet et lui envoyer un email derrière. Enfin bon, c'est un exemple comme ça un peu à la va-vite, mais en gros c'est pour dire que voilà, avec cet outil-là on peut en brancher plein entre eux et réaliser du coup des applications un peu complexes sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Et puis il y en a un que j'aimerais bien tester mais que j'ai pas encore essayé, qui permet de faire des applications mobiles à partir de fichiers spreadsheet. Encore une fois sans avoir besoin. C'est un tableur en ligne effectivement et qui du coup peut être utilisé pour faire aussi des bases de données comme un tableur Excel finalement. Et en fait, si vous avez une idée d'application mobile qui pourrait être basée sur une base de données qui tiendrait dans un Excel, il y a un service qui s'appelle Glide qui permet de faire ça. Et en fait, je sais pas, par exemple, on pourrait imaginer une appli mobile qui listerait les commerces ouverts autour de chez vous, par exemple. Et cette liste de commerces, on peut la mettre dans un tableur. Et en fait, le fait de l'afficher dans une appli mobile de façon un peu sympa, accessible sur son smartphone, on peut faire ça sans coder. Donc ça, c'est des
choses que j'ai aussi envie de creuser et qui me paraissent hyper intéressantes. Du coup, je fais une petite page de pub pour la CCI aussi, parce que du coup, la CCI a lancé une page qui s'appelle CCI Store, avec énormément d'outils que vous pouvez tester, sur lesquels vous pouvez essayer, expérimenter, et qui vous permet du coup d'avoir pas mal de possibilités, et ça vous permet aussi de réfléchir à comment vous pouvez développer votre business. La question que j'ai pour toi, Simon, c'est comment toi tu t'informes là-dessus? Comment est-ce qu'il y a pour compléter le site CCI Store, est-ce qu'il y a des, je sais pas, alors je pensais à Product Hunt, qui est un site qui est très utilisé pour lister des nouveaux outils des startups. Est-ce que tu en as d'autres toi? Est-ce qu'il y a des outils, ou des formations qu'on peut faire là-dessus? Écoute, le fait de découvrir un peu ces nouveaux outils, Product Hunt, qui est une communauté américaine où les gens partagent des nouveaux produits web qui sortent, c'est le bon endroit pour le faire. Évidemment sur Twitter aussi, en allant chercher quelques mots-clés autour du no-code, on peut s'abonner à des personnes qui sont assez actives sur le sujet, qui partagent elles leurs expérimentations, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Écoute, j'ai pas encore trouvé de formation assez complète en français sur le sujet. Il y a des petits bouts qui existent, même sur YouTube, hein, on peut aller voir certaines vidéos qui vont vous présenter certains produits, mais il n'y a pas encore de formation qui t'expliquerait un peu de A à Z comment un peu valider ton idée, comment la prototyper, comment la partager, comment mesurer ton succès. Et du coup, comme c'est un sujet qui m'intéresse, voilà, je suis en train de creuser aussi un petit peu ça et j'ai envie de tester ça, et je pense que ça... à mon avis, je vais sortir quelque chose là-dessus dans les prochaines semaines, parce que je me dis que j'ai appris des trucs, que ça peut potentiellement être utile à d'autres, et que on peut mettre ça en ligne assez facilement en ce moment. Les gens ont un peu de temps et peut-être envie d'apprendre des nouveaux trucs, donc je pense que dans les prochaines semaines, les prochains jours, je sortirai quelque chose là-dessus. C'est intéressant finalement, c'est le fil rouge de toutes nos directs CCI, c'est remettre de l'humain, faire en sorte de collaborer avec d'autres et d'échanger avec d'autres, et puis partager les bonnes pratiques, partager les expérimentations que l'on fait. Donc j'aime bien effectivement l'idée d'aller sur Twitter, d'aller taper des hashtags type no-code ou ce genre de choses pour essayer de rentrer dans ces communautés, de comprendre ces communautés, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Simon, ma dernière question, c'est pour poursuivre le clavardage, poursuivre cette conversation, est-ce que tu as des contenus, des œuvres que tu réécoutes, relis, revisionnes, et qui te permettent, toi, là, en ce moment, de prendre du temps, alors, soit pour t'inspirer, soit pour apprendre, soit pour te détendre, voilà. Comment tu t'occupes à côté de ton boulot pour t'aérer un peu? Je regarde pas mal de séries, j'en regardais déjà pas mal avant, et là je me suis relancé dans certains grands classiques, comme 24 heures chrono par exemple, qui est une série que j'adorais, et voilà. Bon, qui est un peu stressante, je sais pas si c'est le bon conseil en ce moment, mais c'est une série qui est prenante, qui permet peut-être de penser un peu à autre chose, quoi. Sur un côté un peu plus fun, si on a envie un peu de se marrer en ce moment, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Riviera Détente, qui est un podcast qui est fait par un gars qui s'appelle Henri Michel, qui a été mis en pause pendant quelques mois, mais qui là, pendant la période du confinement, vient de recommencer, et c'est vraiment très très drôle. Alors faut rentrer un peu dans l'univers, donc faut pas hésiter à se refaire des épisodes un peu dans le passé, et c'est peut-être un peu compliqué de prendre le truc là maintenant au fil de l'eau, mais une fois qu'on est rentré dans cet univers là, c'est franchement hilarant. Sur ce qu'on peut apprendre, je peux conseiller éventuellement 2 bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle Remote Office Not Required. C'est écrit par les gens de 37 Signals. C'est une boîte américaine qui travaille depuis longtemps sur des outils collaboratifs et qui s'applique du coup à elle-même pas mal de bonnes pratiques au niveau du collaboratif et notamment du travail à distance. Et en fait, ils ont sorti un bouquin sur le fait de travailler sans bureau, d'avoir des entreprises qui ont vraiment aucun bureau physique, où les gens travaillent de chez eux un peu partout dans le monde. Et finalement, comme c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment, leur bouquin est vraiment bien fait, et il est quasiment donné en ce moment. Donc je vous conseille d'aller lire ça. Et il y a un autre bouquin que j'aime bien, que j'avais là, tiens. C'est un bouquin de Paul Jarvis qui s'appelle Company of One. Et en fait, il explique comment, ça c'est intéressant pour ceux qui se lancent peut-être en ce moment, comment repenser un peu le modèle de la création d'entreprise et pas être nécessairement dans la recherche de la croissance en permanence, dans la recherche de la levée de fonds, de l'embauche de centaines de collaborateurs, et comment est-ce qu'avec des équipes un peu plus petites, on peut aussi faire des trucs qui sont très très grands. Et donc Company of One, Paul Jarvis, ça je le recommande aussi, quoi. Et puis
je sais pas moi, si on a envie de s'inspirer, de penser à des éléments qui sont un peu positifs, bah, je peux vous recommander de vous abonner au compte Instagram de Scribe, par exemple, SCREEB, où on partage voilà, un peu des good vibes, des trucs qui sont un peu positifs, qui donnent le sourire. On fait ça tous les jours, donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis je le dis parce que tu le diras pas, mais à titre perso, tu fais aussi des vidéos sur IGTV pour parler de labels de musique, parce que tu es très fan de musique électronique, et tu parles de labels que tu mets en avant. Comment ça t'est venu cette idée et pourquoi parler de labels en ce moment? C'était un besoin pour toi? Écoute, c'est gentil d'en parler. Moi, j'adore effectivement la musique électronique. Je suis un très très grand fan des Daft Punk depuis longtemps. Et en fait, je pense que tout le monde connaît très très bien l'œuvre des Daft Punk, ou en tout cas les trucs les plus connus. Et ce qu'on sait pas, c'est que les deux Daft Punk ont eu tous les deux leur label en fait de musique électronique sur lesquels ils ont sorti des trucs un peu plus perso. Ils ont fait découvrir d'autres artistes. Et donc oui, toutes les semaines, je partage une vidéo sur le label de Thomas Bangalter, qui est un des deux Daft Punk, et en fait chaque semaine je parle d'un des disques qui est sorti sur ce label et je poste ça sur Instagram. Donc si le sujet de la musique vous intéresse, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, et j'en ai publié une ce matin encore, tu vois. Bah écoute, je l'ai pas vu encore, faut que j'aille la voir. Du coup, on peut te suivre sur Instagram, on peut te suivre sur Twitter, on peut te suivre sur LinkedIn, et puis écoute, si on a des questions sur le marketing conversationnel ou le no-code, ne pas hésiter à t'envoyer un message. Avec grand plaisir. Merci pour tout, Simon. Merci d'avoir passé cette partie de matinée ensemble. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, merci beaucoup. N'hésitez pas effectivement à contacter les CCI, les différents conseillers CCI qui sont à votre disposition localement. On parlait de localité tout à l'heure. La CCI a cette grande chance, cette force d'avoir des conseillers dans toute la France pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, surtout, ils sont à votre disposition pour vous écouter, répondre à vos questions. Je sais qu'ils sont très actifs en ce moment pour répondre aux entrepreneurs et les aider. Donc, n'hésitez pas à échanger avec eux. Ils auront sans doute des solutions si vous avez quelques questions en ce moment. Merci pour tout, Simon. Je te dis merci à toi, à très vite. Bientôt. Salut, ciao.